3, 2, 1, 10, go! Alors, petite vidéo sur le langage et la philosophie. Moi, je suis une passionnée du langage. Je m'appelle Amy Atman et j'ai envie de partager ma passion. Voilà. Donc, je suis une passionnée des mots, des lettres, des symboles, des chiffres, des signes, des sons, donc du divin, de la source. Tout est lié. Je vous dis ça parce que pour moi, le Dieu, déesse, la source de toute chose, c'est à la base un son. On dit que tout a été créé avec le Big Bang, donc c'est une explosion, c'est un boom. Donc Dieu est un boom, voilà, c'est une bombe. Le Dieu déesse. Enfin bref, donc tout est son, vibration, onde, énergie. Et donc, je suis passionnée de ça, des sons. Voilà, et j'écris un livre en ce moment qui sera une sorte de symphonie de mes mots, parce que du coup, je suis passionnée par le langage et les mots. Voilà, donc quand j'étais jeune, j'étais jeune, j'avais 7, 8, 9 ans. Hein. J'ai commencé à écrire déjà tous les jours de ma vie. J'ai tous les carnets et j'ai recopié des langages avec des codes et je parlais avec des amis à travers des codes. J'ai fait quoi aussi? J'ai inventé mon propre code. J'ai appris le langage des signes. Voilà, je suis passionnée par les lettres. Alpha, bêta, aleph, bête, leur sens, leur symbolique, leur signification. La première écriture, la première lettre, le premier symbole, les premiers mots. Tout ça, ça m'a passionnée. Et après, j'étais dans les pourquoi. Pourquoi il y a la famine. À 19 ans, je fais des recherches, je découvre que c'est une arme. C'est pas du tout un accident parce qu'il n'y a pas assez à manger. Etc., etc. Voilà. Donc, j'ai toujours été passionnée par le langage. Et je suis, à la base, moi, une écrivaine, philosophe, psychophilosophe, on va dire, et très spirituelle. Voilà. On m'appelle souvent Amy la mystique. Donc voilà, c'est parti. Langage et philosophie. C'était la présentation. 2 minutes 22. 2, 2, 2. Yeah, tu vois, langage, les signes, dans les chiffres. Alors, une complicité originelle, le langage et la philosophie. La naissance de la philosophie a tout à voir avec le langage. Pourquoi? Parce que la philosophie est née de l'interrogation sur les mots. Voilà, comme je dis, j'ai pas squatté trop la télé, j'ai pas bouquiné, contrairement à ce que j'ai croire. J'ai été passionnée par les livres saints, leur signification profonde, et aussi entre les lignes, par la musique, avec ou sans parole, le rap, les langages, et donc là je disais les mots, un outil de communication. Oui, philosophe. Ah, je sais plus ce que je disais, mince. Oui, l'interrogation sur les mots. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup lu, c'est des dictionnaires et donc des encyclopédies et des dictionnaires de synonymes et l'étymologie des mots. C'est ça que je cherchais, l'étymologie. Voilà, donc je suis passionnée d'étymologie des mots, de langage, de sons, de symboles, de tout ça. Voilà. Parce que la philosophie est née de l'interrogation sur les mots, sur le langage comme outil de communication et monde commun des hommes de la cité grecque. Voilà, communiquer. J'adore communiquer. Si je devais choisir un métier auto-entrepreneuse ou quoi, c'est parleuse. Voilà. Parce que j'adore recevoir l'avis de l'autre et m'en enrichir et me sentir plus proche de tout le monde. Plus j'ai l'avis des gens, plus je m'enrichis. Ce que j'ai bouquiné quand j'étais jeune, c'était des livres autobiographiques, celui de Daniel Steele, Un rayon de lumière, tous les livres de Jacques Salomé, de Paulo Coelho, Le monde de Sophie, avec dedans tous les philosophes, Platon, Socrate, etc. Nietzsche, passionné de Nietzsche. Donc voilà, donc j'ai pas trop bouquiné des livres intello, mais vraiment philosophe. Mon préféré écrivain contemporain actuel, c'est Sofiane Méziani. Voilà. Donc voilà. La naissance de la philosophie a tout à voir avec le langage. Pourquoi? Parce que la philo, c'est né de l'interrogation sur les mots, sur le langage comme outil de communication et monde commun des hommes de la cité grecque. Une apparition qu'on a parfois résumée à un miracle grec. Certes un peu simplificateur, mais révélateur d'un saut qualitatif historique. C'est toujours dans les moments de crise politique où l'incompréhension sur le sens des mots se fait sentir,
où les camps idéologiques se forment et où le dialogue n'est plus possible, que le philosophe redevient le plus haut point d'appui. Par Maxime Lenagar, journaliste indépendant de Sciences et Univers, le magazine. Dossier, langage et philosophie. La philosophie, fille du langage. La philosophie n'a pas été inventée par un penseur unique, mais par la contribution multiple de divers acteurs de l'Antiquité grecque. Le langage est le premier des mondes communs au sein d'un groupe social, mais nous parlons tous par habitude sans y penser. La philosophie est née lorsqu'un groupe d'hommes a commencé à réfléchir ensemble sur le sens des mots. D'hommes, d'humains. Thalès est le premier philosophe. On a dû vous le dire durant votre scolarité. D'ailleurs, vous pouvez aussi lire cela dans de nombreux manuels. L'assertion est fausse, mais seulement en partie. Et c'est pourquoi le flou persiste autour de cette question qui, je vous l'accorde, ne déchaîne, moi je rajoute malheureusement, pas les foules. Nous allons tout de même prendre le temps de le dissiper. Chercher à trouver les origines pures d'une chose est une impasse. L'absence d'origine pure renvoie à ce que l'on appelle en philosophie le toujours déjà complexe. De la même manière que la source d'un fleuve ne peut avoir qu'une origine conventionnelle et arbitraire, à partir du moment où l'on peut parler de philosophie, en ce cas-là de riche et de spécifique, c'est que cet univers de pensée est déjà complexe, issu d'une multitude de contributions dont on chercherait en vain la réalité de l'instant zéro. La pensée grecque présocratique a été influencée par la tradition indienne des gymnosophistes, puisque Platon a été inspiré par Pythagore, qui a lui-même acclimaté la pensée orientale en Occident. Toutefois, on reconnaît arbitrairement deux grandes étapes de la naissance de la philosophie occidentale. D'abord, Thalès et les physiologues. Thalès s'interroge sur la nature diversifiée autour de lui et tente pour la première fois de réduire cette diversité à une unité principielle. L'eau. L'eau. L'eau, c'est la mère de tout. H2O. C'est comme je dis, mon grand-père et ma grand-mère, c'est hélium et hydrogène. Hydrogène, c'est ma grand-mère. L'eau, mime. Mime, la lettre mime fait penser à l'eau. L'émotion, la couleur indigo. Thalès s'interroge sur la nature diversifiée autour de lui et tente pour la première fois de réduire cette diversité à une unité principale, l'eau. Je vais vous faire une petite photo. Hop là. Thalès. Thalès de Milet, philosophe de la nature, est l'un des 7 sages de la Grèce antique. Il est le premier à sortir en partie de l'explication mythique pour étudier la nature. Son raisonnement est rationnel, car il essaye de réduire l'ensemble du réel à l'eau comme substance fondamentale. Pour autant, cette démarche est davantage une proto-science, même si le geste inaugural accordé à Thalès est fondamental. Ensuite, avec Socrate, qui est le premier à interroger le langage, Socrate ne demande pas ce qu'est le soleil, comme le fait le physiologue, mais il demande au physiologue « Qu'appelles-tu soleil ?» Interroger le sens des mots et la signature de la démarche philosophique. Voyons en quoi. Je pense à Nietzsche. Nietzsche et Thalès qui ne sont pas très potes. J'adore Nietzsche. Thalès, un pré-scientifique. On fait de Thalès le premier mathématicien, le premier philosophe de la tradition occidentale. Nous allons comprendre pourquoi facilement. À l'époque, Aristote lui-même appelle physiologues ses premiers philosophes, à savoir Thalès et les disciples Anaximandre et Anaximène, car ils cherchent à expliquer les phénomènes naturels par le seul moyen de la raison. En effet, il faut bien se souvenir que dans la Grèce antique, au VIe siècle avant Jésus-Christ, la pensée est principalement régie par les grands récits mythologiques d'Homère et d'Hésiode, et le rapport au réel est largement un rapport magique, dans un monde polythéiste rempli de muses, de dieux et de héros. Il y a une petite bulle, le saviez-vous ? Le langage humain est métaphorique par essence. Lorsqu'on dit que le vent a plié les arbustes, c'est évidemment une image. Le vent n'est pas plus actif que les arbres, il s'agit d'un enchaînement causal, sans cause première, ni immanente, ni transcendante, de même que le soleil se lève, mais vous n'avez jamais vu ni son lit, ni ses draps.
Thalès inaugure l'ambition de métamorphoser les connaissances dispersées en un savoir rationnel et cohérent, débarrassé de la tutelle des magies. Socrate est l'un des premiers penseurs grecs à s'être détourné de l'étude de la nature pour se consacrer de son attention à l'éthique. Moi, je vais vous dire, la science, la magie. La magie, c'est juste du scientifique, de la chimie non expliquée, non détaillée par une explication. C'est ça la magie. Avec de la spiritualité dans le sens... la magie, c'est quand il y a l'intellect, la science, le corps, l'esprit, avec le cœur, les émotions, la connexion au tout, qui est le un. Quand on se rend compte que nous sommes un, que tout est un, qu'on est connecté avec tout, eh bien, on peut faire de la magie tout simplement en demandant aux éléments de s'allier avec nous et en leur ordonnant, en exigeant d'eux qu'ils fassent ce qu'on exige, ce qu'on ordonne, ce qu'on demande. Ce qu'on on demande, qui nous exauce. Donc voilà, on peut l'appeler Dieu, déesse, mère nature, terre, air, feu, eau et tout ce qui les relie, l'éther, la cacha, l'espace, la source. Allah, on peut l'appeler comme on veut, selon notre croyance. Voilà. Donc voilà, pour moi, tout est connecté ensemble. C'est pas, il faut choisir le scientifique, le rationnel et le spirituel. C'est ensemble. J'ai plusieurs corps. J'ai un corps émotionnel à base de mon cœur, qu'on peut représenter avec l'eau et l'émotion, la couleur bleue. J'ai un corps spirituel, l'esprit, le spirit, le feu, qui est par essence peut-être la conscience collective, qu'on croit qu'elle est individuelle, mais elle est collective. Ensuite, il y a donc le feu, le rouge, le feu, l'eau, le cœur, l'esprit, le physique, donc la terre, le verre, la nature, le verre, le physique, le matériel, l'argent et tout, le corps. Et le mental, donc le violet, l'air, le mental. La mémoire, l'expérience qu'on en retire, notre perception des choses. Voilà. L'endoctrinement aussi. Le mind control aussi. Voilà. Alors, moi je suis une psychophilosophe, donc je vous partage ma psychophilosophie en même temps, hein, tant qu'à faire. Je fais déjà des parenthèses. Je pense que on est sur Terre par choix, que on veut expérimenter pour comprendre par l'expérience ce qu'on comprend par l'esprit. Voilà, par les perceptions des 5 sens. Et pour ça, il faut s'incarner. Et du coup, on s'incarne, mais il y a un souci, je pense, moi personnellement, c'est que les gens, quand ils meurent, s'ils ont peur ou qu'ils sont pleins de remords, ben, ils reviennent, hein, et ils recommencent. Et par exemple, s'ils ont été bourreaux, ils deviennent victimes comme pour se pardonner, s'auto-pardonner. C'est pour ça que c'est important, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. C'est la base, Ar-Rahman Ar-Rahim. Parce que quand on meurt, Allah, et quand on est Ar-Rahman Ar-Rahim en symbiose, qu'on sait que Allah est Ar-Rahman Ar-Rahim, eh ben, on ne va pas être dans la culpabilité, le remords, la peur, terroriser et se réincarner en croyant qu'il y a le karma et qu'il faut recommencer. Ça, c'est l'enfer. Alors que quand on est conscient, quand on meurt, qu'on est en paix, qu'on est paisible, qu'on est bien, qu'on va retourner à Allah, l'unité, la source, on est heureux, on est content, on est bien. Eh bien, on quitte ce monde, voilà, comme quand on quitte l'enfance, l'adolescence, où nos enfants grandissent et ils doivent faire le deuil de l'enfant qu'ils étaient. Eh bien, on évolue, on avance, on chemine. Eh bien, là, c'est pareil, on se dit, ben, on a expérimenté la vie, ce corps, cette famille, cette époque. Ben voilà, mais là, je retourne à la source, à qui je suis vraiment. Le un, l'unité, la lumière, la base de tout. Et pour ça, il faut mourir paisible, avec le sourire serein. On devrait droguer tous les mourants. Hein. Il y aurait beaucoup moins de gens sur Terre qui se réincarneraient, il y aurait moins de souffrance, moins de problèmes. C'est une bonne idée. Hein. Bon, bref, voilà. C'est la petite faux folle, avec ses idées faux folles, qui a plus peur de partager. J'ai tous mes carnets qui sont là-bas qui prouvent que ce que je pense, c'est ce que je pense, j'ai toujours pensé. Mais même mes emails que j'ai envoyés à moi-même et tout. Mais je ne les ai pas partagés par peur d'être ridicule, par peur de décevoir ma mère, par peur de passer pour faute d'aller à l'hôpital psychiatrique, par peur ensuite quand j'étais maman qu'on prenne mes enfants, par plein de peurs. Mais maintenant, j'ai plus rien à perdre. Donc c'est bon, je peux partager.
Voilà. On explique par... J'ai plus peur, ni de rien ni de personne. On explique par exemple la naissance du cosmos par la rencontre entre Gaïa et Uranus. Oh là 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 là, comment c'est bon! Je découvre cet article en vous le lisant. Ben oui. Donc, je suis contente. J'ai une photo dans mon portable où justement, il y a écrit Gaïa, Uranus, il y a l'arbre généalogique, quoi. Chaos, il est tout en haut. Chaos et Uranus, Gaïa. Gaïa, qui appelle à l'aide, Gaïa la terre, la mime, la mer, Pachamama, notre mère à tous, hydrogène, H2O, l'eau, appelle au secours, en train de la massacrer. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui meurent de plus en plus, même il y a des virus ou des inondations, des catastrophes, je voudrais que les gens ils meurent en paix, sereins, heureux, sans peur, sans remords, sans culpabilité, afin qu'ils ne se sentent pas obligés de se réincarner dans des rôles de souffrance. Ok? Ce serait vraiment cool. Salam, shalom, namasté. Voilà, mourrez en paix. Vivez en paix, mourrez en paix et il y aura plus de paix. Hein? Voilà. On explique par exemple la naissance du cosmos par la rencontre entre Gaïa et Uranus et la victoire de Zeus sur les titans, etc. Or, les physiologues sont les premiers à concevoir une cosmologie sans Dieu au pluriel, en prenant appui sur les éléments naturels jugés fondamentaux. L'eau chez Thalès, l'air chez Anaximène, etc. À noter que Anaximandre a été le premier philosophe à laisser ses réflexions par écrit. Écrit. Parce qu'à la base, c'est un magazine, l'écriture qui me torture avec ou sans rature. À noter qu'Anaximandre a été le premier philosophe à laisser ses réflexions par écrit. Il est important de noter que si Thalès évacue l'explication mythique, il serait anachronique de penser qu'il évacue le divin pour autant. Le questionnement sur la nature est le premier grand sujet philosophique apparu dans l'histoire. Pour s'interroger sur le principe de la nature, il fallait mettre de côté les mythes religieux et utiliser le jugement rationnel et l'observation. Et tout est lié. Le rationnel, l'observation, la science et la magie et le mythologie et le religieux et les religions et tout correspond et est ok. Il n'y a pas l'un il dit le contraire de l'autre ou il se... Non. Tout est... Il dit la même chose. Tout à la même base. Ok? Les religions ont comme inspiration les philosophies. Elles ont été modifiées de façon à pouvoir manipuler l'humain et lui faire peur, le terroriser. Comme ça, pendant qu'il vit, il vit pas vraiment parce qu'il a peur de vivre et d'être dans le péché, je sais pas quoi. Et quand il meurt dans la peur de l'enfer et tout. Donc du coup, il se réincarne et dans la culpabilité parce il croit qu'il doit payer ses péchés. Enfin bref, c'est terrible. Donc voilà. Par contre, il y a une chose qui, selon moi, n'a pas été modifiée, c'est le Coran. Mais l'interprétation a été totalement, selon moi, pas totalement, quasiment inversée. Totalement falsifiée. Voilà. Ça a été très mal interprété, très mal traduit. Du coup, ça a fait une religion comme les autres, qui est modifiée afin de soumettre le peuple dans la peur et de créer des problèmes. Voilà. Et de l'esclavage surtout. Des petits esclaves. À noter qu'Anaximandre a été le premier philosophe réflexioniste. Le questionnement, s'interroger sur le principe de la nature, il fallait mettre les mythes religieux de côté. Alors, c'est ce pas que l'on doit à Thalès, et c'est pourquoi il est considéré comme le premier philosophe de la tradition. Il appartient à l'école milésienne et plus largement à l'école ionienne, région d'Asie mineure, actuellement Turquie, qui a été le berceau de la pensée philosophique. Thalès inaugure l'ambition de métamorphoser les connaissances dispersées en un savoir rationnel et cohérent, débarrassé de la tutelle des magies. En voyant dans l'eau l'élément primordial, il ouvre la voie au monisme et à l'esprit de système. C'est ce que remarque Nietzsche, qui considère qu'en discernant l'unité de l'être, Thalès a été le premier à dégager un principe explicatif rationnel. Les physiologues forment dans le maillon fondamental de la chaîne de transition entre l'interprétation des grands mythes dominants dans la Grèce archaïque et l'argumentation d'une compréhension du monde fondée sur l'observation et la démonstration rationnelle. Toutefois, il faut prendre plusieurs précautions avant de faire de Thalès premier philosophe. Sa pensée n'est connue que par l'intermédiaire d'Aristote et peut donc penser que le prisme d'Aristote joue rétroactivement.
Peut-être Thalès ne pensait-il pas que tout est explicable par l'eau, mais simplement que l'eau est le principe originel? Point d'interrogation. Difficile de statuer, puisqu'on ne sait presque rien de son existence et de sa pensée. Pour moi, Émile Atman, selon moi, 2002. C'est marrant. Le premier philosophe et le premier humain. Ensuite, Thalès est encore immergé dans un monde mythologique. On peut dire que son discours est Non, même pas. Le premier philosophe, c'est le nous. C'est le un, l'unité, le divin. C'est Allah, le un. Shiva. Je sais pas moi. Il y avait... on va dire... Jésus-Christ, je sais pas moi. Hein, mais en tout cas, le premier philosophe, c'est Dieu. Pour moi, nous, Dieu, c'est nous, c'est le tout. C'est le un, l'unité duquel nous venons, auquel nous retournerons. Donc nous, on va dire avec une majuscule. Eh ben, je sais pas, peut-être on s'ennuyait, tu vois. Et du coup, c'est comme on s'est coupé en trois. Et qu'on a trois faces, une, deux, trois. Et que les trois regardent vers l'extérieur. Et que les trois n'ont pas connaissance des deux autres. Et que du coup, ben, on s'est auto-perdu. C'est comme on se joue à cache-cache avec nous-mêmes. Et en mode humain, dispersé dans la matière. Illusoire, bien sûr. Et on expérimente grâce au sens. Et pour ça, il fallait la création. Il fallait le mime, la création. Alif, donc le divin. L'âme, la conscience collective et individuelle et humaine, l'humain. Entre les deux, en fait, Alif, l'âme et mime. Mime, la terre, Gaïa. Alif, le divin, les cieux, la terre. Et l'âme, ben, l'humain, l'expérience, le tout, l'essence, le terre, RFO, voilà quoi. Mais dans l'expérience et avec conscience, voilà. Alors que la matière physique, c'est en bas, le spirituel en haut, et l'âme, donc le L. Donc Alif et l'âme, A et L, ils se ressemblent fort. Ils sont... Enfin, bref, je m'égare encore une fois. Désolée. En tout cas, les lettres, par elles-mêmes, ont un sens incroyable. Même par leur son, quoi. Ça, mama, papa, moyoni, akuma natata. Déjà renommé de son vivant, Socrate est devenu l'un des penseurs les plus illustres de l'histoire philosophique. On va finir le petit paragraphe quand même. Alors, excusez-moi. Désolé. Alhamdoulilah. Pourquoi Alhamdoulilah quand on éternue? Parce que quand on éternue, rationnellement, on ne devrait pas survivre à l'éternuement. Comme on survit, on fait Alhamdoulilah, yeah, j'ai survécu à l'éternuement. C'est tellement un truc de fou, l'éternuement, pour le corps. Alors, donc on sait presque rien de son existence et de sa pensée. Thalès est encore immergé dans un monde mythologique. On peut dire que son discours est pré-scientifique et qu'il représente les premières voies du passage vers la rationalisation du monde. Moi, j'étais passionné des philosophies à 14-15 ans et encore maintenant. Pour moi, les mythologies ne sont pas des mythes. C'est la base de toutes les autres croyances. Et la philosophie et la science ont permis grâce à la transmission par l'écriture du savoir, de réaliser que les mythes ont été inventés, créés pour faire allusion métaphoriquement à autre chose. Comme ils ont dit, le soleil qui se lève, on n'a pas vu son lit. Ben, les mythologies, Zeus, machin, ben, c'est pour expliquer en fait les forces de la nature, par exemple. Voilà. Et on leur donne des noms, on les personnifie, voilà. On a personnifié les éléments, terre, feu, eau et tout le reste, les émotions. On a personnifié les choses afin de pouvoir en faire une histoire et de l'expliquer et qu'elle soit transmise parce qu'il n'y avait pas l'écriture. Voilà. Donc il fallait une histoire facile à retenir et pouvoir la transmettre de génération en génération. Et du coup, on a personnifié. Et c'est pour ça, d'ailleurs, chez les Indiens, on respecte chaque objet, on respecte tout parce que tout est personnifié et on donne une âme à tout parce que tout est un et tout est nous et tout est... Voilà. On ne peut pas être même violent avec un objet parce que déjà ça dégage une énergie négative de violence et tout ça, d'agressivité, mais en plus, nous sommes aussi l'objet. Donc nous serions violents avec nous-mêmes. Voilà. C'est pour ça qu'il y a comme, avant de cueillir, avant de couper un arbre, avant de faire ces choses-là, on parle à l'arbre, à la fleur, on explique.
Donc, on peut dire que son discours est pré-scientifique et qu'il représente la première voie du passage vers la rationalisation du monde. Si le geste de Thalès est philosophique, il est difficile d'en faire un philosophe à part entière. Il faut attendre Socrate pour que la philosophie descende du ciel sur la terre, comme l'écrit le grand compilateur Diogène Laërce, et que puisse apparaître l'éthique et l'interrogation philosophique à proprement parler, tournée vers l'homme et la cité. La révolution socratique. Donc je lis et je découvre ce magazine avec vous, ça ne veut pas dire que je acquiesce à tout ce que je lis, hein. Je partage. La révolution socratique. Rappelez-vous de l'étymologie du mot philosophie. Voilà, l'étymologie des mots, c'est une base pour ensuite étudier le mot, son sens, et tout ci et tout ça. Amour de la sagesse. Philosophie. Sophie, Sophia, sagesse. Philo. Amour. Oui, précisément. Et nous sommes d'accord. D'ailleurs, je suis tellement passionnée par ça qu'à 14 ans, en cours de latin, pour chaque élève de la classe de latin, j'ai fait l'étymologie de leur prénom, avec leur sens et tout. Et comme, par exemple,